Ce que Hong Kong a enduré en 2019 découle-t-il seulement de la décision d'élaborer le règlement sur les fugitifs? L'impact des violences se limite-t-il à la vie quotidienne de la population et à l'économie locale? La réponse à ces deux questions est non. Les émeutiers ont déjà oublié depuis longtemps cet homme nommé Chan Tong-krai. Ce que Hong Kong a vécu est une catastrophe. Derrière les violences à Hong Kong aujourd'hui, il y a en fait plusieurs forces enchevêtrées. Au premier rang des violences dans les rues se trouvent des éléments radicaux et ceux qui ne sont tout simplement pas satisfaits de la réalité sociale. Derrière eux se cachent des forces occidentales anti-chinoises. Entre ces deux forces, il y a les mystérieux intermédiaires, représentés par Jimmy Lai, Martin Lee, Anson Chan et Albert Ho. Parmi ces 4 personnes, le fondateur du groupe médiatique Next Digital, Jimmy Lai, soutient financièrement depuis longtemps les activités anti-chinoises à Hong Kong. Il utilise les médias sous son contrôle pour inciter à des manifestations politiques illégales. Martin Lee, président fondateur du Parti démocratique de Hong Kong, s'est rendu ostensiblement aux États-Unis pour leur proposer de passer à la violence. L'ancienne première secrétaire de l'administration Anson Chan, qui a aidé à organiser et déclencher les manifestations, a reçu à de nombreuses reprises des tributs politiques de Jimmy Lai. Albert Ho, président de l'Alliance de Hong Kong pour le soutien au mouvement démocratique patriote en Chine, est devenu un affidé des États-Unis qui défend publiquement les intérêts de ces derniers. Les 4 compères s'associent à de jeunes chefs de file comme Joshua Wong et Nathan Law pour tramer des émeutes sur le plan intérieur et de connivence avec les forces occidentales, ils sèment la confusion et trompent l'opinion publique internationale à travers la diffusion d'informations biaisées. Lors de l'incident Occupy Central en 2014 à Hong Kong avec des courriels à l'appui, des médias ont révélé que Jimmy Lai avait aidé au financement des fameux 3 clowns d'Occupy Central, faisant référence à Benny Tai, Chan Kin-man et au révérend Chu Yu-ming. D'autre part, il a également été révélé des aides financières de sa part en faveur de Joseph Zen, Anson Chan, Martin Lee et bien d'autres. Par ailleurs, Jimmy Lai a régulièrement fait des dons à des partis politiques aux États-Unis et ses opérations ont été concrétisées par son assistant Mark Simon. Mais qui est Mark Simon? C'est un ancien agent de la CIA. Si Jimmy Lai veut maintenir ses contacts avec les États-Unis, l'aide de Simon est primordiale. À partir de 2003, Simon a fait des dons financiers une vingtaine de fois à des politiciens américains en qualité de cadre de haut rang de Next Digital. Chaque fois que des troubles ont lieu à Hong Kong, des émeutiers anti-chinois rencontrent en catimini des personnalités américaines. Il en va de même lors des agitations liées à l'élaboration des règlements. En mars 2019, Anson Chan s'est rendue aux États-Unis sur l'invitation du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Elle a déclaré publiquement au vice-président Mike Pence que les États-Unis avaient entièrement le droit de remettre en question les droits de l'homme à Hong Kong et le principe un pays deux systèmes. En mai, Martin Lee s'est rendu aux États-Unis et a rencontré le secrétaire d'État Mike Pompeo et la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. En juillet, Jimmy Lai est aussi allé aux États-Unis pour rencontrer le vice-président Pence et le secrétaire d'État Pompeo, ainsi que plusieurs sénateurs républicains. Lors de sa visite, il a rédigé un article publié dans le New York Times disant « Si l'Occident souhaite réussir, il doit soutenir ce tout petit coin de la Chine où les valeurs occidentales ont de l'influence, Hong Kong. » Which is fighting the same war you have with China.
Quiconque s'y connaît en politique américaine sait que le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, en tant qu'organe responsable de la sécurité nationale, des affaires militaires et diplomatiques, est le cerveau derrière les stratégies américaines visant à renverser les gouvernements d'autres pays. À la suite des visites d'Anson Chan, Martin Lee et Jimmy Lai et d'autres aux États-Unis, l'intensité de la violence des manifestations à Hong Kong est montée d'un cran. Lors des manifestations, certains jeunes gens foncent devant la troupe. Généralement naïfs, crédules, impulsifs et aveuglément obéissants, ils sont manipulés par ceux dont l'intention est de plonger Hong Kong dans l'abîme. Selon des médias locaux, 7 membres de la famille de Jimmy Lai détiennent des passeports britanniques. Alors qu'il incite les jeunes gens à se mobiliser, il s'est assuré qu'aucun de ses enfants ne participe aux manifestations de rue. Le 3 août, des radicaux de Hong Kong se sont mobilisés pour lancer ce qu'ils ont appelé la parade à Mongkok. Un rassemblement illégal s'est tenu la nuit devant le commissariat de police à Tsim Sha Tsui, provoquant des perturbations et un incendie. Pendant que des incidents de violence se produisaient ça et là, les médias de Hong Kong ont révélé que Martin Lee, Jimmy Lai et d'autres personnes se sont entretenus en catimini cette nuit-là avec un Américain nommé Christian Wheaton. Ce dernier est le conseiller supérieur en questions stratégiques et commerciales au Centre américain pour les intérêts nationaux. Début juin, Wheaton avait publié un article intitulé « Pourquoi Taïwan est-elle le meilleur actif des États-Unis pour contrer la Chine ?», dans lequel il incite l'Occident à soutenir l'indépendance de Taïwan. Dans le même temps, des agitations ont éclaté à Hong Kong. Wheaton a flairé une belle occasion de nuire à la Chine. Causing this crisis for the Chinese Communist Party, for the government, at a time when we're frankly at a difficult point in negotiations. This is good for U.S. national interest. Le 6 août, Anson Chan, Joshua Wong, Nathan Law et d'autres personnalités influentes ont respectivement rencontré secrètement l'américaine Julie Eddy. Qui est cette femme nommée Julie Eddy ? Selon les informations accessibles au public, Julie Eddy est conseillère politique au consulat général des États-Unis à Hong Kong. Cependant, sa carrière diplomatique montre qu'elle est spécialiste des questions subversives, avec une expertise dans la gestion des crises internationales, des domaines sur lesquels elle est restée discrète. Son département publie régulièrement des rapports dénigrant la situation des droits de l'homme en Chine continentale et à Hong Kong. I think that the Hong Kong situation is not an isolated incident, but it has to be viewed in the context of all the attacks that are being launched by the West against China. You know, the Huawei case, of course, the sanctions. Le chaos à Hong Kong présente d'autres zones d'ombre. En agissant de connivence avec les forces extérieures, ces émeutiers ont recruté des acolytes, financé et soutenu des attroupements séditieux ayant provoqué des violences à Hong Kong, leur objectif étant de détruire la prospérité et la stabilité de la ville au détriment des intérêts actuels et futurs de ses habitants. Si le chaos et les violences perdurent depuis juin de l'an dernier et tardent à disparaître, c'est bien à cause de ces personnages cachés qui se démènent de tous côtés sans éprouver la moindre estime pour l'état de droit ni un brin d'attachement à la mère patrie. Cette Hong Kong est celle qui a été vendue par des traîtres. Aujourd'hui, on trouve encore des traces de la domination coloniale à Hong Kong. Hong Kong est un lieu qui a été colonisé pendant 156 ans. Les guerres de l'opium ont marqué un tournant dans l'histoire de l'île. Avant les guerres de l'opium, la Chine exportait de la soie, du thé et de la porcelaine très recherchés au Royaume-Uni pour recevoir en retour de fortes quantités d'argent, d'où un déficit commercial pour le Royaume-Uni. Afin d'inverser la situation, le Royaume-Uni commença à faire entrer de l'opium en contrebande en Chine, réalisant un gros profit. Bon nombre de Chinois devinrent ainsi toxicomanes et d'énormes quantités d'argent coulèrent à flot vers l'extérieur.
si bien que le trésor de l'empire des Qing se trouva à sec et la vie de la population chinoise se dégrada. Le gouvernement impérial décida alors de prohiber le commerce de l'opium, ce qui déclencha les guerres de l'opium en 1840. Hong Kong was built on stolen land from the Opium Wars that Britain, the US, France, Germany, the great powers of the time, but particularly Britain, imposed on China. And it was a demand under the name of free trade to sell opium in massive quantities throughout China. And when China resisted that, there was an invading army. En 1842, le gouvernement des Qing perdit la guerre et fut contraint de signer le traité de Nankin, cédant l'île de Hong Kong au Royaume-Uni. Dès lors, ce dernier obtint de meilleures conditions pour continuer à commercialiser l'opium. We have a long history of a colonial government in Hong Kong. And colonial governments are detached from the people. Their main job is to develop the area for the benefit of the colonial power, which was us in the past. Lors des manifestations de 2019, bon nombre de protestataires arboraient le drapeau du dragon et du lion, qui était celui de Hong Kong sous domination coloniale britannique, ainsi que les drapeaux nationaux du Royaume-Uni et des États-Unis. Beaucoup de ces gens n'ont pas connu la période coloniale, mais on leur a fait croire que la période coloniale fut un âge d'or. Mais Hong Kong était-elle si merveilleuse au temps de la colonisation britannique ? Alors que les Britanniques s'emparèrent de Hong Kong en 1841, le territoire fut gouverné par une succession de gouverneurs nommés par la reine du Royaume-Uni. Le gouverneur cumulait les pouvoirs administratifs, législatifs et militaires. The British ruled Hong Kong for slightly over 150 years, and they never allowed the election of the governor once, not in any form at all. Tout au long de la domination coloniale britannique, les Chinois, qui représentaient 98% de la population, se sont vus refuser de jouir des mêmes droits civiques et politiques que le reste de la population. Au premier temps de leur domination, les Britanniques promulguèrent même des lois discriminatoires vis-à-vis des Chinois. Le célèbre écrivain Lu Xun écrivit à ce sujet, comme dans le Universal Circulating Herald de Hong Kong d'aujourd'hui, il y a deux faits divers. Le premier, nous pouvons le voir au premier coup d'œil. Nous savons que des Chinois se font encore fouetter là-bas. Le second est que la fouille corporelle n'est pas un phénomène rare à Hong Kong. During the entire British era, which lasts until 1997, there was a de facto kind of apartheid that existed in Hong Kong. Chinese people were treated like third-class citizens. Dans son ouvrage Hong Kong The Industrial Colony, l'historien britannique Keith Hopkins souligne la discrimination envers les Chinois qui faisaient généralement partie de la population la plus pauvre. Il ajoute qu'à l'époque, Hong Kong était une société impitoyable où les pauvres n'avaient accès à pratiquement aucune aide. Si les jeunes protestataires qui descendent dans la rue avaient l'esprit assez lucide pour en apprendre sur l'histoire et écouter les expériences de leurs aînés, ils en sauraient davantage sur la vie que les Hongkongais menaient sous la domination coloniale britannique. Et après, ils pourraient décider de ce qui est le mieux pour eux. En 1997, l'histoire coloniale de Hong Kong a pris fin, mais les forces occidentales ne se résignaient pas pour autant à disparaître de cette terre. Elles n'avaient pas le cœur de renoncer à leur avant-poste en Extrême-Orient. Les agitations liées à l'élaboration des règlements sont bien une action que les forces extérieures mènent pour plonger Hong Kong dans le chaos. Le 13 juin 2019, les parlementaires américains Marco Rubio et Jim McGovern ont réintroduit les lois sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong. Le 8 juillet, le vice-président américain Pence et le secrétaire d'État Pompeo ont respectivement rencontré Jimmy Lai. Le 9 juillet, Jonathan Chanzer, vice-président de la Fondation pour la défense des démocraties, a présidé un séminaire intitulé « Protestation, répression et perspectives de Hong Kong, un dialogue avec Jimmy Lai ». Le 26 juillet, Elliot Engel, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, a accusé la police de Hong Kong d'avoir déclenché une réponse violente à des manifestations pacifiques. Le 30 juillet, Jim Risch, président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, a demandé au gouvernement de la RAS de totalement révoquer l'élaboration du règlement sur les fugitifs. But merely wishes to weaken China, to distract China from its ongoing progress
distract it, to a diversion. That's what the Hong Kong issue is. I think it's important for people to understand that the United States has a very long history of intervening in the affairs of other countries, politically, overthrowing governments openly or covertly. Le 27 novembre 2019, heure locale, le président Trump a signé la loi sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong, qui est ainsi devenue une loi américaine. 以我認識嘅國際法裏邊咧，每一個國家有國家嘅主權，係唔應該去干預第二個國家嘅內政，係違反國際關係、違反國際法嘅。La Déclaration des Nations Unies sur les principes du droit international stipule « Aucun État ni groupe d'États n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures de tout autre État. » Les États-Unis ont ostensiblement violé le droit international. Que cherchent-ils à faire? The whole Human Rights Act 2019 is a product of politics. It's a product of anti-China politics. 针对美方无理行为，中国政府决定自即日起。 Le 2 décembre 2019, le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé que la Chine prenait des contre-mesures en réponse à la signature de la loi sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong. Il a rendu public une liste des ONG américaines qu'il entendait sanctionner, dont la Fondation nationale pour la démocratie. 在香港修例风波中表现恶劣的非政府组织实施制裁。 La Fondation nationale pour la démocratie, FND, fondée en 1983, a, comme tout le monde le sait, une longue habitude de s'immiscer dans les affaires intérieures, voire dans les élections d'autres pays. La FND prétend être une institution privée à but non lucratif, mais les informations révèlent que la majeure partie de son budget provient du Congrès américain. Le journaliste indépendant Dan Cohen a produit un film de 9 minutes sur les troubles à Hong Kong. Il explique l'histoire de cette fondation. National Endowment for Democracy, which was founded in the 1980s after the CIA had such a bad reputation for basically backing death squads across Latin America, the Middle East, Southeast Asia, and basically it was untenable. You couldn't have public support for this kind of thing in the United States. And so they founded the National Endowment for Democracy, which acts more above board and does the same job. The NGOs are operating from a playbook, a plan that was created by the National Endowment for Democracy and the CIA. We saw this happen in Yugoslavia in 1999. It was a socialist government with many ethnicities, and it was broken apart. The National Endowment for Democracy, NED, funded those protests. They trained the protesters. They were the operational power behind the protests. Ces dernières années, la FND a fourni un total de 29 millions de dollars de fonds aux organisations et individus impliqués dans des activités sécessionnistes contre la Chine. Plus de 10 millions de ces dépenses ont été consacrées à Hong Kong. It's not all our fault, but we're partially involved. We have a large consulate there that's in charge with taking care of the Hong Kong Policy Act passed by Congress to ensure democracy in Hong Kong. We also have funded millions of dollars of programs through the National Endowment for Democracy to help democracy in Hong Kong. Tout au long de ces agitations, la FND et d'autres organisations agissent en tant que médiateurs au service des pays occidentaux dans les tentatives de ces derniers de déstabiliser Hong Kong en fournissant aux protestataires des services de planification, formation, financement ou approvisionnement en fournitures, ainsi que des campagnes médiatiques. Well, it is very well organised, yes. I mean, the leaders of this movement pretend that it is a leaderless movement, but that's clearly not the case. His writing thing is well financed, well organised. They're even better organized than the police on logistics. 示威节里面都是骗爆很多那些外国人，他们不是简单的去游行，他们都是好像在一些指挥啊，做一些手号啊，做一些指令啊，真的要把他们的手拉开的。De la formation des agents à la promulgation de la loi, les forces extérieures recourent à divers moyens pour soutenir les émeutiers à Hong Kong, mais ces ingérences flagrantes dans les affaires intérieures de la Chine sont une violation délibérée du droit international et des normes fondamentales régissant les relations internationales. Ces dernières décennies, Hong Kong et la partie continentale du pays sont parvenus à une coopération gagnant-gagnant et à un développement commun.
Le succès du principe un pays deux systèmes a été reconnu dans le monde entier. Or, au moment où la pratique de ce principe un pays deux systèmes dans la RAS de Hong Kong entrait dans une nouvelle phase historique, ces agitations divisent la société hongkongaise et la plongent dans un désordre profond, portant un coup dur aux efforts de l'île pour s'intégrer dans le développement global du pays. Les violences qui perdurent risqueraient de mener la perle de l'Orient au bord de l'effondrement. Quoi qu'il en soit, le but des agitations anti-chinoises à Hong Kong sera en vain. Cependant, cela devient une carte entre les mains des forces occidentales pour nuire sérieusement à la Chine. Cette Hong Kong est celle qui souffre aujourd'hui de l'ingérence des forces extérieures. Hong Kong est un centre d'information international clé. L'industrie médiatique y est très développée et la majorité des médias occidentaux ont leur siège social d'Asie-Pacifique ici. If you look at the Western media, there is a general misrepresentation about what's going on in Hong Kong in general. But I think this is ultimately part of the double standard. You can see that the West is absolutely taking a one-sided unilateral approach. In Hong Kong, if there's some tear gas fired or some policeman is seriously life threatened and he takes out his gun, he doesn't fire his gun at anybody, he just says, go away, right? This carries huge publicity. This is just absolute, complete hypocrisy. Pourtant, depuis l'éclatement des agitations, des informations déformant la vérité prolifèrent ici. L'approche qu'adoptent certains médias hongkongais comme le Journal de la Pomme ainsi que certains médias occidentaux est la suivante. Ne jamais révéler que les manifestants sont les premiers à attaquer, ne pas diffuser d'images montrant les émeutiers commettre des violences. Ils ne font que diffuser les images montrant la police agiter leurs matraques et tirer des balles en caoutchouc. Le 28 juillet, de nombreux attroupements illégaux aux fins de manifestations ont surgi à Central et dans les autres secteurs adjacents. La police, au cours de son opération d'évacuation, a arrêté 49 personnes, dont 44 ont été plus tard inculpées de participation à des émeutes. Certains suspects étaient en garde à vue au commissariat de police de Kwai Chong. Les participants aux attroupements illégaux ont menacé d'assiéger ce commissariat. Après avoir reçu l'ordre de protéger le commissariat, Lo Chak-kai et son équipe sont arrivés le 30 juin à 7h du matin et ont commencé à déployer leur défense. À 18h en fin d'après-midi, quelques 2000 participants aux attroupements illégaux ont commencé à se rassembler près du commissariat et l'assiéger. À l'intérieur, Lo et ses collègues surveillaient de près l'évolution de la situation. À 23h, ils ont remarqué un homme gisant inconscient au sol, assommé par des séditieux. Ils ont décidé de former une équipe de sauvetage pour le secourir. Or, lors de cette opération de sauvetage, le groupe a été disloqué sous l'attaque. Lo lui-même, repoussé par la foule, est tombé par terre. Les émeutiers ont commencé à le frapper. Aidé par ses collègues, Lo s'est levé et a pointé son arme sur les émeutiers, mais il n'a pas tiré. En vertu des stipulations des règlements intérieurs de la police de Hong Kong dans le chapitre 29 en référence au recours à la force et aux armes à feu, les agents de police sont autorisés à faire usage de leurs armes dans les circonstances suivantes. Pour protéger toute personne, y compris l'agent lui-même, pour éviter tout dégât corporel ou perte de vie humaine. Lorsqu'il y a des raisons de croire qu'une personne qui commet un crime grave et violent doit être arrêtée ou qu'un suspect qui a commis un crime grave et violent tente de résister à une arrestation. Pour réprimer des troubles ou des émeutes.
Lo Chakai affirme que son but était de sauver l'homme blessé, que s'il a pointé son arme sur des émeutiers, c'est parce qu'il était contraint de le faire. D'autre part, il était aussi armé d'un pistolet chargé de balles létales. Selon le règlement, il est autorisé à faire usage de ce pistolet pour se défendre en cas de nécessité. Or, il ne l'a pas utilisé. 解放枪太危险了，会死人的，不想伤人。他们现在看来，他们完全不知道我们在爱惜他们。他们的表现告诉我，他们根本就没有当过我们警察是人。 Dans la nuit du 30 au 31 juillet, une image montrant Lo Chakai pointant son arme s'est rapidement propagée sur la toile. Malgré le fait que l'agent était agressé par les émeutiers, des médias mal intentionnés l'ont accusé d'user de la violence contre les manifestants soi-disant pacifiques. 我受伤之后到现在，香港的媒体没有一个媒体找我，他们根本知道我在做什么，他们不想给这个机会去澄清。香港传媒把我们的香港现在的情况呢，黑把倒转来说，媒体。 一窝蜂一面倒的把我们警察说成是黑警。 Les caméras sont toujours calquées sur les forces de l'ordre et ignorent les lyncheurs. Les questions sont toujours posées d'un point de vue déjà biaisé. Ce sont en fait des pièges mélangés même à des attaques personnelles venimeuses. Les reportages sont souvent basés sur des rumeurs comme argument qui mènent inévitablement à des conclusions absurdes. Les médias qui prétendent être objectifs et neutres excellent en fait à garder le silence de manière sélective et à produire des reportages déformants. En collaboration, certains médias locaux et occidentaux rationalisent les agissements des émeutiers, privant ainsi le public de son droit à l'information. The most frequent form of distortion is to take one aspect of the situation and enormously increase its importance out of any balance of the situation. There's fake news and what I would call falsified news. Couvrir l'événement en temps opportun de manière complète et factuelle devrait être la pierre angulaire des médias. Impartialité, professionnalisme et objectivité sont aussi des qualités les plus élémentaires que tout journaliste doit posséder. Il est dommage que dans ces agitations, certains médias hongkongais agissent en tant que porte-parole de l'Occident. Ils font tout leur possible pour discréditer la police hongkongaise, dénigrer le gouvernement de la RAS, glorifier les violences et provoquer l'agitation sociale. Ce qu'ils recherchent, c'est en définitive de jeter de l'huile sur le feu et de créer le chaos à Hong Kong. Il y a deux types de terreur noire à Hong Kong. L'une est la brutalité déchaînée, visible dans les rues. L'autre est causée par les rumeurs. Cette Hong Kong est celle couverte de mensonges mal intentionnés. Le 20 novembre 2019, le journal hongkongais Wenhui Pro a publié une photo d'un manuel de lycée local avec pour titre « Célébrité aux vertus traditionnelles chinoises ». La célébrité présentée dans le corps du texte n'était autre que Joshua Wong. Joshua Wong est certainement une figure connue, ou plutôt tristement connue. Cet indépendantiste de Hong Kong notoire s'est rendu dans plusieurs pays occidentaux pour les supplier d'imposer des sanctions contre ses compatriotes. Ces actions ne reflètent en rien les vertus traditionnelles chinoises. Or, voilà qu'il est glorifié dans un manuel scolaire. De toute évidence, de graves problèmes existent dans l'éducation à Hong Kong. L'éducation façonne la jeune génération. À partir de 2012, le cours des connaissances générales est devenu l'une des matières obligatoires de l'examen d'entrée à l'université pour les lycéens de Hong Kong, les trois autres matières étant la langue chinoise, les mathématiques et l'anglais. Le bureau de l'éducation de Hong Kong a indiqué que le but de l'éducation libérale était de faire en sorte que l'élève devienne un citoyen responsable et puisse appréhender les opinions et valeurs des autres
avec une attitude ouverte et tolérante pour devenir un homme qui apprend toute sa vie tout en étant prudent, réfléchi et capable de distinguer le bien du mal. Telle est l'idée initiale de l'éducation libérale. Cependant, le cours de connaissances générales est divisé en 6 unités. Développement personnel et relations humaines, Hong Kong d'aujourd'hui, Chine moderne, mondialisation, santé publique et énergie, technologie, environnement. Or, dans le contexte actuel des protestations, 2 problèmes sont apparus. Premièrement, les enseignants répartiraient-ils les heures de cours de manière égale entre les 6 unités ou consacreraient-ils plus de temps à la politique? Deuxièmement, lors de l'examen, comment les enseignants expliqueraient-ils les questions politiques délicates dans l'unité Hong Kong d'aujourd'hui? Inévitablement, l'éducation est politisée alors que l'enseignement des connaissances générales sur la Chine a été longtemps négligé. À l'issue de plusieurs réformes de l'éducation, l'histoire chinoise, qui était un cours obligatoire, est devenue un élément optionnel. Et même en tant que cours optionnel, des manuels d'histoire chinoise à Hong Kong contiennent des éléments biaisés. Le Ta Kung Pao a publié une capture d'écran d'un manuel d'histoire chinoise utilisé à l'école secondaire et primaire Wong Kam Fei, affiliée à l'université Baptiste de Hong Kong. Dans le chapitre intitulé « Pourquoi les guerres de l'opium ont-elles éclaté entre la Chine et le Royaume-Uni ?», il n'y a aucune mention de l'importation en forte quantité d'opium en provenance du Royaume-Uni, ce qui a fini par assécher le trésor de la Chine et transformer d'innombrables Chinois en toxicomanes. De plus, le texte accuse la Chine d'être arrogante et dépeint la guerre comme un simple conflit entre systèmes politiques, commercial et judiciaire des 2 États. Les distorsions de faits historiques de ce type font que certains jeunes hongkongais connaissent peu l'histoire du pays et sont incapables de s'identifier à la civilisation chinoise. Et cela soulève une question. Si un jeune n'a aucune connaissance ou n'est pas familier avec son propre pays, comment pourrait-il l'aimer? Madame Lang est née et a grandi à Hong Kong. Elle est mère de 2 enfants. Aujourd'hui, elle est très inquiète de l'environnement dans lequel ses enfants grandissent. 咁但係隨住呢特別呢幾年啦，見到個政治化係越嚟越厲害，咁而個政治化係已經係滲入到去個校園或者係個課堂裏邊，咁而令到老師嘅教學唔專業啦。En effet, si l'éducation est malade, les éducateurs se doivent naturellement d'en assumer la responsabilité. À Hong Kong, nombreux sont les enseignants qui nourrissent des opinions extrêmes et qui encouragent les élèves à semer des troubles, voire de prôner l'indépendance de Hong Kong. Some teachers are very eager to express their political view and exert their influence on students. Okay, because they have very strong political stance, and some of them may want to do something against the HKSAR government. Durant ces agitations, il a été découvert que certains enseignants ont même intégré des sujets liés aux manifestations dans le contenu des examens. Cette illustration, dans une épreuve, montre 4 policiers qui portent un manifestant. Les agents qui sont représentés ont l'air odieux. La consigne donnée aux élèves est d'en expliquer, en appuyant sur des connaissances, la rationalité des revendications des manifestations. De là, on peut en déduire la réponse voulue de l'examinateur. Bon nombre d'enseignants à Hong Kong s'adonnent à dérouter leurs élèves. Derrière ce phénomène étrange, il y a évidemment des causes profondes. L'Union des enseignants professionnels de Hong Kong est composée des professeurs d'université, de lycée, de collège, des instituteurs d'écoles primaires et des maîtresses de maternelle. Elle constitue le plus grand syndicat unisectoriel à Hong Kong. Cependant, l'organisation est depuis longtemps contrôlée par des individus aux desseins inavoués. En 2013, l'UEP a rendu public un document intitulé « La réforme du régime politique de Hong Kong centré sur le mouvement Occupy Central » qui porte une mention indiquant qu'il est le manuel du cours de connaissances générales et civiques. Dans ce document, Benny Tai, co-initiateur du mouvement Occupy Central, a été cité comme conseiller. En août 2016, Ip Kin Yuen, chef de l'UEP, a non seulement déclaré soutenir les élèves dans la promotion de l'indépendance de Hong Kong sur le campus des écoles secondaires, mais il a aussi glorifié les lycéens et collégiens en les décrivant
comme ayant de l'assurance, s'intéressant aux événements temporels et éprouvant une forte conscience de la hongkongisation. L'UEP a également pris l'initiative de lancer des manifestations. Elle a essayé de pousser les milieux scolaires à manifester au parc Victoria et à exprimer énergiquement leurs revendications politiques. Selon des informations rendues publiques par le Bureau de l'éducation de Hong Kong en décembre 2019, lors de ces agitations, le bureau a reçu un total de 123 plaintes liées à l'inconduite professionnelle des enseignants, dont la plupart portaient sur l'incitation à la haine. 80 personnes ont été arrêtées. 没有了是非价值的判断，就是形成了价值是非的虚无化，就可能对一些行为，特别是一些反社会的行为、侵害他人的行为，就缺乏了约束力，就会把这个扩大化了。比如说他的极端的中心自我主义、极端利己主义等等。还有就是反叛的那个极端性的反叛的等等，都变成了在他这个年龄里面的一些特质。Grâce à un tel système éducatif, les personnes comme Joshua Wong sont devenues les unes après les autres des cocktails Molotov politiques. Ils violent délibérément la loi et se fichent de la moralité la plus élémentaire. Au lieu de s'asseoir sur un banc d'école pour étudier, ils s'emploient à transformer le campus en champ de bataille. Ils prétendent aspirer à la démocratie et à la liberté, mais à la moindre occasion, ils agressent des gens qui ont des opinions différentes des leurs. Ils se sont autoproclamés représentants de l'avenir de Hong Kong, mais ils détruisent de leurs propres mains leur propre avenir avec la violence. Dans un article publié dans le New York Times, Joshua Wong a écrit ceci: « Maintenir ce qui rend Hong Kong unique est dans l'intérêt de Washington. » Cette Hong Kong est celle qui est l'otage de l'éducation anti-chinoise. En 2019, Hong Kong a été poussé au bord du précipice. Selon le panorama économique 2019 et perspective 2020 du gouvernement de la RAS, l'activité économique locale a enregistré une baisse pour la première fois en 10 ans. Elle s'est contractée de 1,2% en 2019. La consommation des ménages a diminué pour la première fois depuis 2003 et le tourisme a subi une baisse record, alors que l'investissement global a connu sa plus forte baisse en 20 ans. Tous les faits indiquent que si les radicaux multiplient les violences à Hong Kong, leur but est de paralyser le gouvernement de la RAS, de s'emparer du pouvoir et à partir de là de faire de Hong Kong une entité politique indépendante ou semi-indépendante pour qu'au final la politique, un pays, deux systèmes, devienne lettre morte. Alors on ne peut s'empêcher de se demander où va Hong Kong? On s'en tient à un pays, deux systèmes ou on s'en débarrasse? On préserve la primauté du droit ou on la foule aux pieds? On maintient la prospérité et la stabilité de Hong Kong ou on la détruit et on la plonge dans le chaos? Hong Kong et la partie continentale de Chine forment une communauté de destin partagé liée par le sang et l'histoire. Cette relation et l'importance du principe un pays, deux systèmes sont des choses que la société hongkongaise doit comprendre correctement, car en définitive, c'est cette voie qui permettra à Hong Kong d'aller vers un avenir radieux. L'esprit du roc du lion ne doit pas être un rappel de la nostalgie et de la mélancolie. Avec de la sagesse et le sens des responsabilités, le peuple de Hong Kong doit être capable, en dépit du brouillard et des vacarmes, d'appréhender la nature des problèmes et d'identifier l'orientation à suivre.